bonsoir à tous et toutes. Donc Maud Caron, je fais partie du bureau de la FFP Alsace-Lorraine. Et ce soir, on a le grand honneur d'organiser notre toute première expérience de paysage, ce qui nous tenait à cœur depuis 1 an ou 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format de conférence qui a été initié par le pavillon de l'Arsenal à Paris, et qui permet de mettre en avant soit une agence de paysage, soit une démarche paysagère, une méthode, un processus. Et depuis quelques années, maintenant, les délégations régionales de la Fédération française du paysage emmènent en région. Donc il y en a par exemple en PACA, en Aquitaine, en Corse, je crois également, en Occitanie. Et donc on avait très envie de mettre ce format-là en place dans notre région, d'autant plus qu'il n'y a pas d'école de paysage et qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de mettre en avant la profession et la pratique du projet de paysage. Donc ce soir, pour inaugurer cette première expérience du paysage, on espère pouvoir en faire 2 par an à terme, entre l'Alsace et la Lorraine. Et donc ce soir, on accueille Anne-Cécile Jacot de l'agence Omnibus, donc basée à Metz, agence qui a une 12aine d'années maintenant, 2015, ouais voilà, et qui a été lauréat AJAP en 2016. Et donc qui cette année a eu le grand honneur de remporter le Grand Prix national du paysage pour son plan de paysage du SCOT de l'agglomération Messine. Voilà, donc Anne-Cécile a accepté de nous présenter son travail à la fois au sein de l'agence Omnibus et en terminant par le SCOT. Voilà, donc merci à tous d'être venus. On est très contents de partager ce moment tous ensemble ce soir. Et bonne conférence. Merci. Donc, merci à la FFP Alsace-Lorraine de m'avoir invitée. Merci, je suis ravie d'inaugurer avec vous ces expériences de paysage. Exercice pas évident, c'est vrai, de se dire bon, comment je peux raconter un peu ces 15 ans d'expérience en peu de temps, en essayant de ne pas être trop longue et surtout pas trop ennuyante. J'espère que je vais essayer de vous intéresser sur les sujets. C'est toujours aussi pas évident parce que vous êtes un public peut-être large. Il y a des paysagistes, mais il y a aussi des architectes. Mais il y a aussi des gens du grand public, donc il faut que ça se parle à tout le monde. Donc pour m'aider, j'ai demandé à ma fille qui a 15 ans de me dire « Tiens, mais comment je pourrais peut-être... quelles questions seraient intéressantes aussi à poser ?» Et en fait, elle m'a pas mal aiguillée aussi sur des questions assez simples, sur quelles pouvaient être mes motivations il y a 15 ans, quelles sont devenues ces motivations aujourd'hui. Et puis elle m'a posé aussi une question sur... comment j'arrive à faire en sorte de répondre aux besoins des gens et je me suis dit que c'était une question vraiment intéressante aussi. Donc je vais essayer de répondre. J'ai en tête en fait ce que j'ai pu échanger avec ma fille pour me guider en fait sur les propos que je vais avoir là pendant on va dire 45 minutes. Puis après il y aura des questions. Je pense si vous voulez poser des questions. Donc Omnibus. On a monté Omnibus avec Laetitia Lasanté, mon associée, en 2010. Donc, moi, je suis sortie de l'école de Versailles, de paysage de Versailles en 2008. Je me suis tout de suite mise à mon compte. En fait, je ne suis pas passée par la case agence, salarié, agence. Je me suis tout de suite installée à mon compte. Et puis, j'ai tout de suite travaillé, notamment avec François Roumet. Vous allez voir, j'en parle souvent. Donc François Roumet, il est paysagiste et urbaniste à Chartres. J'ai habité à Chartres à un moment dans la fin de mes études. Et du coup, on a collaboré pas mal et c'est un peu avec lui aussi que j'ai beaucoup appris en fait, de ce métier de paysagiste. Et en 2010, j'avais déjà accumulé un peu de travail et je suis allée chercher Laetitia, qui était, elle, salariée et avec qui on avait fait nos études ensemble à l'école de Versailles. Aujourd'hui, Omnibus, maintenant on a 2 salariés à Metz et Laetitia, elle, est basée à Lille et elle enseigne également à l'école d'archi et de paysage de Lille.
Une des particularités d'Omnibus, c'est qu'on a été aussi une activité hébergée pendant 15 ans au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi, Copanam. C'était aussi un choix pour nous de travailler dans des conditions aussi cohérentes en termes de salariat et de s'inscrire aussi dans une dynamique d'économie sociale et solidaire, donc de contribuer aussi à la construction d'une économie partagée en mutualisant des moyens au sein de cette coopérative qui regroupe 800 entrepreneurs salariés et qui a une trentaine, on va dire, de permanents pour assurer l'économie, la comptabilité, la gestion globale de cette structure. Aujourd'hui, Omnibus, on a créé une SARL en janvier, donc on est sorti de la coopérative pour créer une SARL en janvier. Nos activités, donc on fait bien sûr études urbaines, paysagères, opérationnelles, mais aussi donc de la maîtrise d'œuvre d'espace public. Et puis, on a une couleur aussi sur les démarches participatives. Donc moi, je suis particulièrement formée sur ces démarches participatives pour information aussi, avant d'entrer dans le monde du paysage. Moi, je m'étais orientée sur, après le bac, un bac scientifique, j'ai fait un IUT carrière sociale, option animation socio-culturelle. Et j'ai poursuivi ensuite à l'université en sociologie. Au cours de ces différents cursus universitaires, en fait, je me suis intéressée particulièrement à comment on habitait des espaces et des territoires de vie et comment, enfants ou adultes, on s'approprie des espaces, des territoires de vie. En extérieur ou en intérieur, d'ailleurs. Ça a été des sujets de mémoire et des sujets de réflexion dans ces différents cursus universitaires, ce qui m'a amené progressivement à m'interroger sur la valeur des espaces publics et ce qui est pour moi, en fait, bien sûr, une des motivations importantes. Je crois qu'en fait, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui fait la qualité d'un lieu et comment on choisit à un moment de s'arrêter à un endroit ou pas. Et donc, on s'appelle Omnibus aussi pour ça. Omnibus, ça veut dire pour tous en latin. Et un omnibus, ça s'arrête aussi à plein d'endroits. Et un omnibus a le plaisir de vous arrêter dans des petites stations. Voilà, c'est l'idée aussi de prendre le temps, en fait, de s'arrêter quelque part et d'observer. Et je crois que ça, c'est très prégnant dans ma façon, en tout cas, de pratiquer ce métier de paysagiste. Donc s'arrêter quelque part, pour moi, c'est vraiment important parce qu'en fait, il y a une valeur primordiale au fait de prendre du recul sur un territoire, donc ménager des espaces où on peut observer le territoire qu'on habite ou qu'on traverse. Je crois que souvent, on sous-estime aussi l'importance de ces petits lieux-là ou de ces lieux qui nous permettent de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'était aussi une des phrases qu'avait dite Monsieur Hasser, qui est un élu et donc président du SCOT de l'agglomération Messine dans un des ateliers du plan paysage. Prendre de la hauteur, c'est vraiment bénéfique dans nos quotidiens quand on demande à des élus quels sont les lieux auxquels ils tiennent sur leur territoire. Souvent, ça peut être soit des endroits dans des fonds de vallée qu'ils apprécient pour courir, etc. Mais ça peut être aussi, et c'est souvent, des lieux de belvédère. Et en fait, pour moi, la responsabilité des collectivités, c'est de maintenir ces espaces accueillants, de maintenir cette convivialité dans ces endroits. Quand un banc est cassé, pour moi, la responsabilité de l'élu, c'est de immédiatement et le plus rapidement possible le remplacer, parce que ça, c'est pas grand-chose. Mais quand on a perdu cet endroit, alors je crois qu'on perd quelque chose collectivement de précieux. Et puis, ça peut être de jour comme de nuit. Là, c'était un travail qu'on avait mené dans le cadre du plan paysage de Metz Métropole sur le rapport à la nuit et les paysages de nuit. On avait fait, avec Cheval Vert, des graphistes, tout un travail sur une mise en scène graphique de certains lieux pour raconter des choses dans un parcours. Et on avait fait un itinéraire, une balade avec une trentaine d'élus la nuit avec la frontale, en installant des choses, en soulignant des choses dans le paysage
juste avec des bandes réfléchissantes. Donc c'était très low cost. En fait, l'idée c'était d'avoir quelque chose de très léger. Mais pour moi aussi, c'est aussi bien sûr ce rapport à la nuit et au paysage de la nuit qui peut être intéressant. Dans ma pratique, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand je suis dans un lieu ce qui fait qu'on a envie de s'y installer ou pas, ce qui en fait la qualité, les proportions, les appuis, où est-ce qu'on a envie de s'asseoir ou pas, pourquoi un endroit on peut être bien ou pourquoi un endroit on n'a pas envie de rester, par exemple. Sur cette photo où on est là, un paysage caractéristique de la Lorraine avec les usoirs et puis un village rue et des proportions qui sont intéressantes, mais l'aménagement pour la voiture a complètement stérilisé ou réduit au minimum la place du vivant, tout pour laisser la place à la voiture essentiellement, et on se trouve un peu perdu dans un espace comme ça. On ne sait plus trop en tant que piéton ou cycliste où s'installer, où trouver de la fraîcheur, où trouver de l'ombre, à part sur les bâtiments, mais voilà, on a très peu de vivants. Donc ce qui m'intéresse, c'est de m'asseoir, de m'arrêter dans des lieux, de réfléchir avec les élus, de prendre le temps de regarder, de comprendre en regardant les cartes, en regardant l'histoire, en regardant les cartes postales anciennes, en écoutant les propos en fait des anciens ou des plus jeunes, en ressentant en fait le récit des paysages et le vécu. Les paysages, c'est bien la combinaison entre tout ce qui construit ce paysage de manière géographique, géologique, hydrographique, etc., tout ce qui a été et qui est expliqué par ça, mais c'est aussi bien sûr l'implantation de l'activité humaine, des hommes, comment on habite un territoire, et puis c'est combiné en plus à nos ressentis et nos vécus. Et c'est ça qui fait la force pour moi de la démarche paysagère, en laquelle je crois viscéralement, je crois, parce que quand on pose le paysage quelque part, quand on le pose sur la table, en fait, ça nous permet en fait de réunir une multitude de personnes qui ont des intérêts potentiellement divergents, que ce soit chasseurs, écologues, architectes, urbanistes, et les élus, les enfants, les adolescents, les adultes, etc. Et tout à coup, en posant ça entre nous, on a la possibilité, je crois, de regarder les territoires autrement et de sortir de cette manière qu'on a de souvent sectoriser, c'est-à-dire que les réunions des élus, on se rend compte dans les plans paysages, les élus sont souvent ravis et preneurs de venir aux démarches de plans paysages, aux réunions, parce que déjà ils sortent, ils marchent, ils voient le paysage, ils se rencontrent et ils ne sont pas interrogés que sur un angle, que sur la partie gestion de l'eau ou sur la partie vivant, biodiversité, mais que ça devient quelque chose de global qui intègre l'ensemble des questions qui animent un territoire. Et en ça, je crois qu'il y a une force dans la démarche paysagère qui peut nous amener à dépasser les conflits et à construire quelque chose de désirable. Pour moi, la démarche, toute cette démarche paysagère, et c'est ce que j'ai l'impression de dire depuis 15 ans, c'est qu'il faut prendre le temps de sortir et d'être dehors. Je crois que la force des démarches de plan paysage, c'est de pouvoir sortir des salles, et on n'est jamais mieux dehors, même quand il pleut. Pour parler de paysage, on n'est jamais mieux à l'extérieur. C'est quand même là qu'on confronte nos ressentis, nos idées et qu'on partage une expérience de ces paysages. Toujours de jour comme de nuit, où ici on avait fait intervenir un artiste pour faire une conférence un peu décalée sur les paysages nocturnes dans le cadre du plan paysage de Metz Métropole. Je vais en parler aussi, l'importance du dessin. Pour moi, c'est aussi essentiel. Plus que, alors la photo, elle est importante aussi, mais beaucoup plus que les photomontages. Pour moi, par le dessin et par quelque chose d'animé, en tout cas, on peut traduire des idées, on peut échanger, c'est un bon support aussi pour la discussion. Et c'est important. Voilà. Si je repars, ça c'était ma petite introduction. Donc Omnibus, comment on a démarré, ça c'était notre première maîtrise d'œuvre. Donc je vais juste vous parler
des étapes clés dans l'histoire de notre travail. Donc Saint-Rémy-sur-Avre, là on est dans l'Eure, un espace de 6500 mètres carrés et un budget de 70 000 € hors taxe. 2 écoles sur cet espace qui ont là on voit une école sur cette photo. Et puis, surtout une fête foraine qui s'installe là une fois par an, 2 semaines. Donc, des contraintes de sol très importantes, en fait, puisqu'il faut accueillir des gyrations et des camions qui sont très, très lourds et qui font de la gyration. Donc, on ne peut pas... ça veut dire que la question était comment on rend cet espace-là convivial pour les adultes, les enfants qui viennent là à l'école tous les jours et qui utilisent, eux, l'espace une grande partie de l'année. Et comment on permet quand même à cette fête de village de pouvoir s'installer. Et puis dans un budget qui est très réduit. Donc c'est avec notamment cette affaire-là qu'on a gagné, qu'on a été lauréat des AJAP en 2016, parce qu'on a travaillé la question des sols, donc dans une grande frugalité. L'idée étant qu'on ne pouvait pas tellement installer très peu de mobilier, très peu d'arbres avec le passage des véhicules. Et on a dû intervenir sur les sols. Donc on a créé en fait, il y avait donc des espaces très. Donc là la photo du haut c'est avant et en dessous c'est après. Donc dans le peu de moyens qu'on avait, on pouvait intervenir sur les sols et on a choisi déjà de réutiliser ces espèces de clôtures pas très heureuses pour ouvrir un peu les champs, les rabaisser, dessiner une lisse qui pouvait réutiliser les poteaux en place. Vous voyez, on a essayé de faire vraiment avec l'existant pour quand même transformer les lieux, trouver de la perméabilité dans les sols avec de la grave, etc. Et pas mal moi, c'était que des graviers essentiellement. Et puis la création aussi d'une prairie sèche. Donc, intervention minimum sur le sol, décompactage en surface, apport d'un minimum de compost, et puis travail sur le choix d'un semis qui puisse faire en sorte que ces sols puissent rester portants et pourtant quand même vivants. Alors, si vous retournez aujourd'hui sur site, je ne suis pas sûre que ce soit encore comme ça aujourd'hui. Ça, c'était une maîtrise d'œuvre qui a été livrée en 2013 peut-être. Je ne sais plus exactement, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et là, on peut parler déjà de notre contexte. Nous, quand on travaille comme maître d'œuvre, notre travail, malheureusement, s'arrête au moment de la livraison. Et donc, malheureusement, dans ce contexte, dans ce cadre de marché public, ça pourrait être permis, mais en tout cas, ça l'est très peu dans nos contrats, d'avoir un suivi, puisqu'en fait, quand on livre un espace, eh bien, c'est là que le jardin démarre, où l'espace public amorce sa vie et tout tient maintenant. Ensuite, une fois que nous, on est partis, c'est le gestionnaire qui a en main la suite du travail. Donc, on avait travaillé avec les services techniques, etc. Et malheureusement, cette prairie sèche, je pense qu'elle a été trop tondue avec des réflexes plus classiques. Les gens ont changé dans les équipes et ça n'a pas été géré comme ça aurait dû être géré pour maintenir la richesse. Ou le fait que cette prairie, elle était sur un sol pauvre, amenait une grande biodiversité en fait en soi. Et en fait, le fait que ça a été tondu, on a perdu en fait, je pense, la qualité des sols qu'on souhaitait au départ. Voilà, donc c'est une sorte de réussite. Et puis, je vous parle des échecs aussi parce que c'est quand même important. C'est pas un échec, mais. Un autre sujet qu'on a beaucoup abordé et très rapidement dans le début de notre travail, c'était le paysage des carrières. En fait, à la sortie de l'école du paysage, avec mon petit passé de sociologue, ou en tout cas d'intérêt pour la sociologie, j'ai contribué à la réalisation d'un guide de paysage des carrières mené par l'UNICEM, donc le syndicat des carriers en France. Qui avait été une commande du LAREP, en fait, du laboratoire de recherche de l'école du paysage de Versailles. Et puis ça nous a plongé dans ce sujet en fait du paysage des carrières, qui sont des paysages vraiment fascinants en fait, où on a l'occasion là en fait de comprendre aussi un territoire, de comprendre un sol.
de comprendre la dépendance aussi de nos sociétés à ces ressources en fait qui sont dans le sol. Donc on a travaillé notamment sur la butte de Montgé-en-Gouel dans le 77, Seine-et-Marne, où il y a du gypse en fait. Donc il y a 60% en fait de la production de gypse qui est produit en Île-de-France. Et il y a une vraie interrogation en fait sur comment on peut. Donc c'était la Drieux à l'époque qui avait souhaité aussi monter un plan paysage sur la butte de Montgé-en-Gouel, à savoir comment les paysages peuvent évoluer à mesure ou en parallèle ou en amont ou en cours de l'avancée en fait de l'exploitation de la carrière. Donc on avait travaillé avec François Roumet, paysagiste urbaniste, et puis Paul Royal, que vous voyez là, d'EG Génie Géologique, qui est donc géologue et qui nous accompagnait sur ce travail. Pour moi, un paysage de carrière, c'est vraiment aussi intéressant puisque c'est un travail sur les sols, sur les volumes. C'est comprendre aussi dans quel monde on vit. On vit dans un monde de Shadok quand même. C'est faire des trous pour exploiter de la ressource. Et puis du coup, comme c'est en Île-de-France, alors ces trous deviennent revêtent tout à coup une valeur économique, puisqu'en Île-de-France, on cherche des endroits pour stocker aussi des déchets. Donc, on devient un peu fou, en fait, parce qu'on vient exploiter, et puis après, on revend le volume, et puis on rebouche les trous avec des déchets, puis après, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et en même temps, le cadre législatif réglementaire fait qu'il y a quand même une réflexion des industriels sur le réaménagement des carrières qui nous intéresse particulièrement parce que y a une vraie visibilité aussi dans le temps. Ce sont des sujets qui sont délicats, qui impactent aussi les riverains, les gens qui traversent ces territoires, qui les habitent, qui les regardent, qui les observent. Donc il y a un attachement à ces espaces qui sont en mouvement. Alors on dit des fois que le paysage bouge lentement, ça dépend des endroits, mais quand on est près d'une carrière, c'est vraiment à des rythmes qui sont rapides et qu'on a du mal à imaginer. Et puis pourtant, il faut quand même imaginer de recréer des sols et recréer une dynamique cohérente sur ces espaces. Et puis ça pose aussi la question, en fait, sur la butte de Montgé notamment, en fait, de quel paysage on veut. Est-ce que c'est un peu comme l'histoire de la cathédrale de Paris, c'est la même chose, c'est-à-dire est-ce qu'on reconstitue à l'identique, mais en même temps ce sera jamais vraiment l'identique. Est-ce qu'on imagine quelque chose de nouveau et pourquoi pas qui fait appel à l'imaginaire, ou est-ce qu'on recrée des vallons, ou est-ce qu'on reconserve, il y avait plusieurs options, donc cette dimension-là, elle nous intéresse particulièrement. Donc voilà quelques images du guide d'aménagement paysager des carrières de l'UNICEM. On a aussi travaillé sur des études d'impact ou accompagné des industriels dans certaines extensions de carrières. Et puis voilà, sur le plan paysage et ressources de la butte de Montgé, donc tout un travail sur, déjà c'était au départ quand la Drieux a lancé ce travail, c'était la ressource à laquelle il pensait, c'était essentiellement le gypse. Et nous, on a essayé aussi de dire, il n'y a pas que le gypse en fait comme ressource, il y a aussi le bois, les sols, l'eau, et que tous ces sols fertiles aussi peuvent être pris en compte et construire un projet cohérent tout en repensant le réaménagement des carrières. C'est-à-dire comment on profite de cette exploitation pour recréer un paysage qui soit peut-être cohérent ou plus cohérent encore, ou le plus cohérent possible avec ce qui est aussi autour de la butte. Donc tout un travail un peu approfondi sur la structure géologique de cette butte et surtout le caractère hydrographique aussi, comment l'eau se comporte sur ces espaces, les résurgences, et comment on gère l'eau aussi, que ce soit pendant l'exploitation ou après l'exploitation. Et puis on a fait, voilà, on a déroulé, donc c'était le premier plan paysage qu'on a mené. Donc toujours avec ces mêmes 3 phases de diagnostic, d'objectifs de qualité paysagère et de préconisation dans un programme d'action.
variées, donc avec des préconisations sur la conduite des sols, le stockage des terres, le stockage des sols, mais aussi tout un travail sur les lisières, comment on travaille les lisières pour que ce ne soit pas abrupt et qu'on puisse engager une transition plus douce et plus acceptable aussi des paysages. Un autre pan, bien sûr, c'est notre intérêt pour les chantiers. Alors, les chantiers, qu'ils soient dans le cadre de maîtrise d'œuvre classique, mais aussi dans le cadre de démarches participatives. Pour moi, le chantier, c'est un moment clé parce que, en effet, il y a toute cette partie d'études où on réfléchit qui est absolument nécessaire, cette matière grise qui est souvent sous-estimée aussi dans nos missions de maîtrise d'œuvre. Mais c'est aussi en chantier qu'on arrive à mobiliser aussi. C'est en chantier qu'on arrive à faire en sorte que les habitants aussi s'approprient des espaces publics, comprennent aussi des logiques de pourquoi on habite un espace public, pourquoi on veut soigner un espace public. C'est aussi dans le cadre de chantiers participatifs que les habitants se rencontrent. Et j'ai déjà dit... Pour moi, les démarches participatives, elles remplacent ou elles comblent un manque aujourd'hui. Voilà, on avait des PMU avant, on se rencontrait dans des bars. Il y avait une forte place du café, en fait. On avait des échanges avec nos concitoyens réguliers dans ces endroits-là. Et pour moi, les démarches participatives, quelque part, elles peuvent combler ce manque. Elles le font, en tout cas, avec tous les écueils. On pourra reparler de tous les écueils des démarches participatives et les difficultés aussi à faire que ces démarches participatives, elles soient cohérentes, représentatives, et qu'elle ne donne pas la parole uniquement à ceux qui la prennent déjà. Donc c'est tout un enjeu aussi et qui nous interroge, nous, en tant que professionnels. Ici, je sais que le SAU 54 mène beaucoup un travail un peu profond en termes de formation sur les démarches participatives, mais voilà, on pourra en parler des heures de ce sujet. Ici, donc, c'était un chantier à Poupry. Pour moi, c'était une étape clé aussi. Alors, il y a eu 2 chantiers à Poupry, sur le cimetière. Donc, Poupry, c'est un petit village de 100 habitants en plein milieu de la Beauce. Donc, la Beauce, des champs à perte de vue. Et Poupry, petit village de Gaulois de 100 personnes sur territoire communal sur lequel vient s'installer une zone d'activité économique de je ne sais plus combien d'hectares, mais c'est complètement faramineux. C'est énorme. Et en plus, à cheval sur 2 départements, à proximité d'une autoroute. Et donc, on a donc François Roumet, qui est paysagiste, accompagne cette commune depuis plusieurs années pour accompagner cette commune dans le dialogue en fait avec les porteurs de projets de cette zone d'activité pour lutter, essayer de se battre sur le maintien d'un lien piéton et cycle entre 2 villages qui traversent quand même la zone d'activité, la gestion des sols, la gestion de l'eau, etc. Et dans ce cadre, on a travaillé avec la commune pour 2 chantiers participatifs, un sur le cimetière et un sur l'ancien jardin de l'école. Ces moments sont vraiment particuliers parce qu'on peut se dire, quand on arrive dans un village de 100 habitants, que tout le monde se connaît. Eh bien, en fait, pas du tout. Et par exemple, c'est très étonnant parce qu'en fait, je trouve que quand on est dans l'action, des comportements se révèlent ou en fait, des gens peuvent se révéler de manière différente de quand on est en salle et que c'est le conseil municipal et qu'on vient présenter le projet, etc. Par exemple, ce monsieur que vous voyez avec cette grosse tronçonneuse, il faisait partie du conseil municipal et il ne comprenait pas l'intérêt de faire ce chantier. Il disait on n'a qu'à faire intervenir des entreprises et puis ça se passera bien comme ça, il n'y a pas de raison que ce soit nous qui fassions ou avec les habitants, etc. Et puis à un moment, on a eu un problème avec on avait des tilleuls qui ont malheureusement dû être abattus sur cette entrée du cimetière. Et à un moment, il y a eu un agriculteur qui est arrivé, qui est parti, il a ramené un gros tracteur, ça nous a aidé à le tracter, ce tronc. Et lui, à un moment, il a disparu et il est revenu avec une grande tronçonneuse et il a
façonner ce banc, qui est donc juste à l'entrée du cimetière. Et c'était comme s'il avait trouvé sa place, en fait, dans ce chantier. C'est comme s'il avait trouvé, il s'était révélé aussi. Et il était plutôt réticent, et puis tout à coup, il a trouvé sa place. Et en fait, il était super fier, en fait, de ce banc qu'il avait fait, puisque c'était une œuvre collective aussi, et il avait contribué à la qualité de cet espace public. Dans un cimetière, c'est quand même souvent, on pourrait dire, des personnes âgées aussi qui y vont. Donc, l'importance de ce banc, voilà, c'est primordial pour moi. On l'a senti comme ça, et c'était pas prévu en fait qu'on fasse ce banc, mais voilà, il a été fait aussi en partie grâce à ce monsieur. Un chantier, c'est la satisfaction de voir son œuvre aussi, de voir que quand on agit collectivement, eh bien, en fait, on kiffe quoi, quand même de regarder et de prendre le temps de regarder ce petit mur qui fait la séparation entre le jardin du logement communal et la partie du jardin qui sera ouverte au public. Et qui a mis du temps, c'est rigoureux, il y a un travail rigoureux dans ce petit mur fait de rondins. C'est fragile, c'est réversible, mais c'est précieux parce que c'est une œuvre collective. Et puis on a planté ce verger aussi. Et puis voilà, le jardin évolue aussi avec continue d'évoluer avec ce petit mur qui fait la séparation. Le chantier, dans le cadre de maîtrise d'œuvre plus classique, moi, ce qui m'intéresse aussi dans les chantiers, c'est d'imaginer la transformation des espaces, bien sûr, mais d'accompagner aussi sur le chantier les équipes, parce que c'est précieux. Donc ici, par exemple, Villemain-Maringer, donc c'est à 2 pas, on y était cet après-midi, donc un site des anciens hôpitaux de Nancy, de Villemain-Maringer sur le site de Nancy, donc à proximité du cimetière du Sud. Tout un site qui est aujourd'hui donc une zone, une ZAC portée par Batigère avec comme AMO la Solorem. Une maîtrise d'œuvre dont le mandataire est Intensité et Bureau d'études VRD ERA. Et nous, Omnibus, comme paysagistes, concepteurs sur l'ensemble des espaces publics de la transformation de ce quartier. Un site vraiment particulier avec un patrimoine arboré existant et puis un site qui est tout en pente, donc avec une gestion des niveaux, des nivellements. Et voilà, la question primordiale, c'était comment faire pour que l'accès à ces parcelles soit possible, tenant compte du nivellement et aussi éventuellement aussi de la capacité des sols des sols à préserver au maximum, du patrimoine arboré à préserver autant que possible, puisque l'objectif c'est quand même de construire 800 logements, donc vous vous doutez bien qu'il a fallu quand même abattre des arbres, donc il y a eu quand même presque entre 40 et 50 arbres abattus. Et puis comment faire pour qu'on essaye de conserver une histoire du site et une qualité du site tout en le transformant pour profiter d'un espace qui est en cœur de ville avec l'ensemble des réseaux et densifier la ville sur elle-même. Un patrimoine architectural aussi intéressant avec ce bâtiment Villemain qui a déjà été réhabilité par Batigère. Et puis un immense espace de jardin au cœur de ce quartier. Une volonté qui est arrivée assez rapidement sur le fait de gérer l'eau de pluie. En fait, c'est tout un site qui est entièrement en pente. Et c'était donc une livraison. On a livré le chantier cette première partie du chantier en 2020. Avec la volonté de faire de ce quartier un quartier zéro tuyau, donc une gestion intégrée des eaux de pluie entièrement sur site et avec une demande sur une capacité de volume centenale, ce qui est assez rare et du coup qui crée des volumes qui sont tout de suite importants. Donc voilà le plan du pro qui avait été rendu à l'époque avec la forme des bâtiments pour tout l'ensemble des parcelles certains bâtiments sont actuellement en construction, d'autres en phase de permis de construire.
Et puis ce jardin au cœur, avec cette grande diagonale souhaitée, avec un accès à entièrement PMR à 4%, qui nous a posé quelques petits soucis, mais voilà, qui est aujourd'hui faite. Donc la partie centrale est réalisée aujourd'hui, et puis l'accès, la nouvelle rue là, est réalisée en mode provisoire, en phase provisoire. En attendant que les bâtiments soient construits pour qu'on puisse finir l'ensemble des travaux des espaces publics. Et puis, il y a eu un travail sur la limite, en fait, dans ce grand rectangle qui a été divisé dans sa diagonale, créant 2 triangles. Il a fallu déjà s'approprier ces espaces et créer une limite sur un devenir qui était incertain. Donc, vous avez ici l'espace public, en fait, sur cette partie-là, et puis un devenir qui était incertain sur cette partie du jardin. Donc nous avons proposé en fait de créer une limite qui est ici matérialisée par une longue ramée. Donc 2 des 50 arbres qui ont été abattus, nous avons demandé en fait de stocker l'ensemble de ces branchages. On a demandé à l'entreprise de ranger par taille de branchage, donc les gros morceaux, les petits, etc., de tout ranger sur un endroit particulier, en attendant que les travaux soient faits pour pouvoir construire la ramée. Et cette ramée qui fait 100 mètres linéaires, alors ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, à l'époque, c'était aussi un vrai challenge de pouvoir convaincre la maîtrise d'ouvrage de porter cette ramée-là. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était une limite vivante, qualitative, réversible et qui puisse évoluer dans le temps sans que ce soit une clôture moche, dure et un peu froide entre les 2 espaces. Donc on a même planté dans cette ramée, puis vous voyez devant nous le creux qui a été créé pour faire en sorte que ce jardin soit accessible pour les habitants, mais en ayant aussi la capacité d'accueillir l'ensemble de l'eau de pluie des espaces publics venant d'un peu plus haut dans le quartier. Et puis, c'est aussi l'intérêt pour les chantiers, donc c'est de faire avec. Moi, quand on dit à des entreprises qui vont faire une ramée de 100 mètres linéaires, ils vous regardent avec des gros yeux. Et puis, ils ne savent pas le chiffrer et ils ne savent pas le faire. Donc, on décrit évidemment tout, mais surtout, on est sur place pour faire avec eux. Et puis, on a eu aussi envie, parce qu'on est... on est des petits malins, on a eu envie aussi de conserver certaines croûtes d'enrobés. En fait, on aime bien travailler avec ce matériel-là, en fait, ce matériau, pour montrer qu'on peut travailler aussi avec des déchets, ce qu'on peut considérer comme des déchets, pour avoir aussi un discours sur le coût des aménagements. Ces croûtes d'enrobés, on a choisi de les installer comme un opus incertum qui est planté, semé ensuite. Et donc ça, les entreprises, en fait, c'est très intéressant de le faire avec les entreprises. Là, on en a refait. Alors, c'était pas des croûtes d'enrobés, mais c'était de l'opus incertum qu'on a réutilisé sur un ancien chantier, un autre chantier sur la ville de Metz. Donc ça, c'est sur un site en plein cœur de la ville de Metz, à droite, rue de la Chèvre. Où, en fait, là, c'était la semaine dernière. Vous voyez, on est avec l'entreprise pour dire comment on les veut, quel dessin. Ça n'est pas vraiment dessiné au départ, mais ça se fait sur le chantier. Et en fait, il suffit au départ de dire ce qu'on veut et tout à coup, en fait, les ouvriers se prennent au jeu, puis en fait, on peut se retirer et ils sont OK, puis ils regardent même eux-mêmes. Oh non, attends, là, c'est pas bien, attends, là, il faut remettre ce petit caillou là, non, celui-là, ça va pas, il faut le replacer. Non, attends, prends celui-là plutôt, amène. Et hop, ils y vont et je trouve que ça, c'est vraiment très enthousiasmant, en fait, pour nous aussi, de faire appel aussi à leur créativité, en fait. Moi, ça me plaît de faire ça. Et puis, ça crée des espaces qui sont un peu différents. C'est pas révolutionnaire, juste un peu soignés et un peu aménagés différemment que si c'était une clôture classique ou un sol plus classique. Un autre pan, c'est les plans paysages de notre travail. Donc, plan paysage, donc après le plan paysage de la butte de Mongé, on a travaillé sur la vallée de la Moselle et du Rudma. Donc, on est au nord de Metz, aux environs de Metz, au nord de Nancy, je vais dire, c'est à cheval sur la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Donc, un plan paysage sur 17 communes, qui s'interroge sur l'enfrichement des coteaux.
Donc c'était la question posée au départ par ces 17 communes. Comment faire pour que ces coteaux qui se referment avec une progression de la forêt en fait massive dans les coteaux et qui fait perdre en fait des vues sur les villages, qui fait perdre des vues sur les vallons et le sentiment exprimé par les élus dans le cahier des charges d'une perte de valeur aussi des paysages. Donc on a, voilà, c'était des territoires qui étaient occupés par, donc on est sur les côtes de Moselle, donc des côtes calcaires. On est sur la fin du bassin versant, enfin la fin du bassin parisien, en fait, les revers du bassin parisien. Et puis le haut des côtes qui est très poreux et très drainant, avec pas mal de prairies sèches et prairies calcaires sur les hauteurs. Et puis au moment où l'eau traverse le haut des coteaux et vient rencontrer cette couche d'argile, l'eau ressort et il y a une richesse en eau qui est incroyable sur ce territoire, puisque l'eau ressort des coteaux ce qui explique l'implantation de tous les villages en fait sur ces coteaux, ces villages qui sont installés en long sur ces coteaux, profitant là de l'accès à l'eau et de sols bien exposés au-dessus des villages et de sols aussi propices au maraîchage sur le bas des villages. Donc d'où lavoir, source, etc. Un grand rapport très fort lié à l'eau. Un foncier qui est très compliqué. Très compliqué puisque très morcelé. Et donc, toute la démarche du plan paysage a été portée sur comment mobiliser ce foncier pour agir sur les paysages. On ne peut pas le mobiliser sur l'ensemble du territoire, mais on a choisi, en fait, dans ce plan paysage, de mobiliser une énergie sur les pourtours des villages pour faire en sorte que peut-être l'agriculture ou une vocation agricole et alimentaire puisse retrouver une place autour des villages en remobilisant le foncier aux abords des villages. Le rapport à l'eau, je vous en parlais tout à l'heure. Et puis déjà, dans ce plan paysage, voilà un grand intérêt à être, à déplacer nos temps d'échange à l'extérieur le plus possible, parce que pour moi c'est une clé en fait, c'est une clé qui peut permettre d'enclencher quelque chose chez les élus aussi. On se rend compte quand on revoit les élus 4-5 ans après les plans paysages, ou quand le plan paysage a été livré, ils se rappellent de ça en fait. Quand on a marché, moi j'ai fait une randonnée de1 jour et demi avec des élus, on n'a pas dormi tous ensemble, mais sur 1 jour et demi, on a arpenté les côtes de Moselle autour de Metz Métropole, et en fait ça ça crée un lien et c'est important de prendre ce temps-là en fait. Et eux, ça c'est ancré dans leur expérience aussi, et j'ai l'impression que ça leur construit aussi une posture. Pour moi, ça participe à la posture qui est nécessaire pour les élus pour envisager aussi n'importe quel type d'aménagement. Prendre le temps de regarder ensemble. Et prendre le temps d'agir. Là, on avait aussi travaillé sur ces friches en accueillant un atelier. Alors, j'ai pas mis d'étudiants, c'est un peu bête. Un atelier, donc Conduire le vivant, atelier qui est mené dans le cadre à l'école du paysage de Versailles. Donc, il y avait une soixantaine d'étudiants qui étaient venus sur 2 sites, Gorze et Vandelainville, pour travailler. Alors, faire des propositions aux élus pendant ils sont venus 2 semaines en fait entières sur le territoire. D'abord faire des propositions, réfléchir avec les élus, puis agir sur le territoire pour ouvrir, dégager, travailler cette friche en fait qui était en question et faire des propositions d'action pour comment on peut libérer de la place dans ces friches et travailler peut-être, oui, avec de l'énergie physique, mais en même temps avec des moyens aussi simples pour retrouver des chemins, retrouver d'autres accès. Et ils ont recréé notamment un chemin entre 2 villages qui n'existaient plus, qui étaient complètement enfrichés, ce qui a permis en fait à ces villages d'agir par la suite. Notamment dans le cadre de son plan paysage, on avait imaginé, on avait vu que c'est de la courbe 250, topographiquement parlant, traverser l'ensemble des villages. C'était un peu comme leur point commun et raconter quelque chose géologiquement. On était à ce seuil dont je vous parlais au niveau de l'eau, etc. Et en fait, on s'est dit que ce serait intéressant d'imaginer un itinéraire de la courbe 250 avec des points de belvédère que chaque commune pourrait mettre en œuvre. Et il y a des villages qui se sont pris au jeu et qui ont créé leur propre belvédère de la courbe 250.
Metz Métropole, je ne vais pas trop en parler parce que je vois bien que je suis déjà trop longue. C'est un plan paysage, j'en parle pas trop aussi parce qu'il est peu actif aujourd'hui. Il a été, on l'a mené avec Monono et donc des urbains et paysagistes sur Paris et Cheval Vert pour Metz Métropole sur 13 communes des Côtes de Moselle. Et notre proposition, ça a été de ne faire aucun livrable papier, mais de tout faire sur Internet. Donc c'est un site Internet avec une cartographie interactive et l'ensemble du travail est sur Internet. Cartographie interactive et l'ensemble des comptes rendus, tout est sur un site. Si vous tapez plan paysage des Côtes de Moselle, vous pouvez y aller. Il y a tout un travail de carto et de préconisation sur les 13 communes qui a été mené. Mais malheureusement, ce plan paysage est en dormance actuellement. Et donc, j'arrive à ce plan paysage du SCOT de l'agglomération messine qui, lui, n'est pas en dormance et qui est donc plutôt actif. Alors, en quoi il est particulier ? Il est particulier parce qu'il s'étend sur 225 communes et 7 intercommunalités, dont Metz Métropole, l'Eurométropole de Metz. Alors au départ, cette commande, on avait déjà fait des plans paysages, mais on hésitait quand même à y aller, parce qu'il n'y avait pas de plan paysage sur ce type d'échelle de territoire, et que très franchement, on se posait aussi la question de mais comment faire pour appréhender un tel territoire ? Quel est l'objectif en fait de ce type de plan paysage ? Comment faire pour qu'il soit ancré sur le territoire et que ce ne soit pas quelque chose qui survole un territoire sans ancrage et sans action concrète ? Donc ça a été vraiment un pari d'y aller. Au départ, on ne voulait pas trop y aller. Et puis on s'est dit, on constitue une équipe, donc avec François Roumet, toujours le même paysagiste, Monono, on avait déjà travaillé ensemble. Donc Monono, ils étaient plutôt sur l'accompagnement. Ils sont paysagistes, mais ils nous accompagnaient aussi sur tout ce qui était mise en récit du territoire. Du travail et des paysages. Et puis Alphaville, donc urbaniste et programmiste, plutôt sur la partie comment faire pour que le plan paysage puisse être ancré le plus possible dans le SCOT, donc un schéma de cohérence territoriale de l'agglomération messine. Donc ce plan paysage, il est porté par le syndicat mixte du SCOT de l'agglomération messine. C'est le premier plan paysage qui est porté par un SCOT. Il y en a d'autres depuis. Et puis, ils ont profité en fait de leur révision du SCOT pour mettre l'accent sur la question du paysage qui les animait depuis un moment, mais qu'ils ne savaient pas prendre, en fait. Ils ne savaient pas comment aborder cette question-là. Aujourd'hui, ils disent que... Donc Béatrice Gillet, la directrice du SCOT, dit souvent qu'en 2014, la partie paysage dans leur SCOT faisait à peu près 4 lignes. Aujourd'hui, ils sont Grand Prix national du paysage. Donc, il y a eu une vraie progression, en fait, dans ce travail sur le paysage. Comment on a pu faire, en fait, ce travail ? Quelle méthode on a mis en place pour aborder ce territoire ? Ça a été quand même pas évident, et puis ça a été quand même un pari et de nous et de la maîtrise d'ouvrage. Donc il y a eu tout de suite une confiance, et je pense que c'est ça qui est primé en fait aussi dans ce prix. C'est l'équipe qu'on a été avec la maîtrise d'ouvrage, à la fois à se faire confiance l'un et l'autre dans un chemin dont on ne connaissait pas vraiment l'issue. Donc ce côté-là, aventure, a été pour nous, je pense, primordial, et une capacité aussi à s'adapter l'un et l'autre dans la démarche. Donc on avait proposé en fait d'arpenter d'abord nous, équipe, pendant 4-5 jours, on a arpenté le territoire pour s'en faire une idée globale, même si moi j'habite le territoire, j'en connaissais des morceaux, mais ça m'a permis aussi à moi de me raccrocher aussi à un territoire et de mieux l'approfondir. Et puis, on a aussi rencontré les 7 intercommunalités sur une demi-journée minimum en leur posant cette question: quels sont les 3 endroits que vous voudriez absolument nous montrer
les endroits qui, pour vous, sont importants, qui révèlent une partie de votre identité, une partie de ce que vous êtes, une partie de vos interrogations. Et ça nous a permis, en fait, de glaner, en fait, un aperçu et de tirer le portrait, en gros, de ces 7 intercommunalités, sans être exhaustif, mais en s'appuyant sur ce qu'eux aussi avaient envie de nous raconter, combiné à ce que nous, on a pu voir pour en dessiner ces portraits. Et puis, on a travaillé en fait assez vite avec... Donc là, on a associé dans l'équipe, en plus du marché public, Nouvelle Étiquette, qui sont des graphistes qui travaillent avec nous dans le cowork que je partage à Metz. Et en fait, c'était très intéressant parce on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille aussi avec des graphistes pour rendre en fait ce travail encore plus appropriable et essayer d'être dans quelque chose de transmissible. En fait, on s'est dit que cet exercice de le transmettre pouvait nous permettre de mieux véhiculer des idées sur le territoire et sur les paysages. Et puis on s'est dit aussi donc que étant donné la production qu'on était en train de réaliser, l'ensemble des dessins, des cartes, etc., il y avait une telle qualité, une richesse, parce qu'en fait, on a été porté aussi par ce travail, que ça ne pouvait pas finir en un petit document avec une spirale en plastique qui cale une armoire. C'était pas possible. Donc, on a aussi voulu rendre ce travail le plus officiel et comme l'ancrer pour que la trace, pour qu'on ait envie d'avoir ça sur notre bureau et que ça puisse traîner le plus possible et être visible le plus possible. Donc ce travail, il a été aussi édité à 500 exemplaires, donc la pochette, etc. Donc le travail a été complet, mettant en valeur l'ensemble des illustrations qui ont été produites dans le cadre de ce plan paysage. On a notamment donc, bien sûr les outils classiques des paysagistes, les blocs diagrammes, les croquis, les photos, mais aussi on a travaillé sur on a fait des fausses anciennes cartes postales, anciennes cartes postales pour essayer de délivrer aussi des messages en fait, d'utiliser des codes qu'on voit dans nos cartes postales anciennes pour aussi comme provoquer un recul chez celui qui le regarde en se disant mince, c'est le paysage actuel et puis en fait on arrive à en être un peu plus éloigné en le regardant d'une autre manière avec des codes des cartes postales anciennes, ce petit flouté et puis les petites typos utilisées, voilà. Et donc avec un petit méton que ça, on a fait tout un travail aussi de fond cartographique, de fond iconographique pour opérer ce déplacement et ce pas de côté. J'en reviens. Donc, aujourd'hui, le SCOT est identifié ou étant... ce qui est intéressant, en fait, dans le fait que ce soit le SCOT qui porte ce plan paysage, c'est que le SCOT, en fait, il a une position un peu, pas dominante, mais il est au-dessus des 7 intercommunalités. Il est en dehors aussi des calendriers électoraux et il a une échéance qui n'est pas la même. Donc, il a aussi un réseau, 225 communes, 7 intercommunalités, et donc il peut prendre la casquette, en fait, de référent paysage, en fait, qui est aussi manquant sur le territoire. En effet, on n'a pas d'école de paysage sur le secteur, on n'a pas tout à coup tous ces étudiants qui peuvent venir bousculer des territoires. Et donc, la culture du paysage, en fait, elle est très faible ici. Enfin, très faible, je ne veux pas porter du jugement. Mais on a quand même, nous, on est confrontés quand même à ça. C'est-à-dire qu'il faut, nous, c'est notre travail au quotidien, nous, les paysagistes, hein, je pense que je partage avec ceux qui sont dans la salle, ce travail de dire, voilà, non, faites appel à des paysagistes. C'est ça que, voilà, la plus-value, en fait, de travailler avec un paysagiste. C'est pas du tout une évidence sur le territoire, d'autant que les paysages de Moselle sont des paysages qui ont été tout de suite qualifiés comme étant modestes, qui c'est pas vraiment, on n'est pas non plus, voilà, c'est pas les Alpes, c'est pas les Vosges, c'est pas la côte, et pourtant en fait c'est quand même des paysages qui ont une sacrée valeur quand on commence à creuser. Il y a des vallonnements, c'est pas les mêmes partout. Il y a toute l'histoire militaire, l'histoire de la sidérurgie, l'histoire de tous l'ensemble de ces villages de côte, la vigne, les vergers, etc. Tout ça, ce sont des valeurs, une histoire. Enfin, il y a un attachement à ces paysages qui
font qu'ils sont modestes, mais pas tant que ça finalement. Et ça a été ça le travail, au rythme de plusieurs, de toute une série de rencontres sur site. Et puis cette posture qu'a tout de suite adoptée le SCOT, pour faire en sorte que, ça c'est un schéma du SCOT qu'ils adorent, je l'aimais parce que le SCOT, ils imaginent ça comme un couteau suisse avec plein de thématiques en fait, qui sont abordées via ce schéma de cohérence. Et le paysage, il est en fond en fait de tout. Donc c'est ce qu'on a fait avec eux, c'est-à-dire de les accompagner dans la révision du SCOT pour que chacun des volets, qu'il n'y ait pas juste le volet paysage en bout, mais qu'on parle bien de paysage à chaque fois qu'on parle mobilité, à chaque fois qu'on parle urbanisme, construction, lisière, espace public, etc. Donc dans l'ensemble des thématiques, nous les avons accompagnés sur la rédaction et le fait que le paysage devient une valeur prépondérante à tous les volets du SCOT. En termes de production et de livrables, il y a eu, c'est vrai, donc tous ces livrets et cette qualité de documents qu'on a souhaité, qu'on a aussi en partie porté, même financièrement au départ, et puis après on a réussi à négocier avec le SCOT pour que ce soit porté plutôt par eux. Mais on a aussi, avec Monono, fait toute une série, on appelle ça des pastilles animées, parce qu'en fait, l'inconvénient ou la difficulté sur un tel territoire, c'est comment faire pour que sur ces 1700 km², on puisse organiser des temps qui réunissent des gens, sans que ça, en fait, entre Boulay et Thiaucourt, c'est, je sais pas, 1h15 de route, en fait, 1h30 de route. Et donc, quand on fait des réunions, où est-ce que ça se passe et comment ça se passe pour que les gens viennent, en fait, pour que ce soit pas une aventure terrible de venir ou qu'on renonce parce que c'est trop loin. Donc, on a à chaque fois, bien sûr, navigué sur le territoire pour que les choses se passent à des endroits différents. Et surtout, on a essayé de faire en sorte plutôt d'organiser, non pas des réunions de 2 heures, mais plutôt des journées entières. On a estimé que c'était une proposition intéressante pour les élus parce qu'en fait, c'est peut-être plus facile pour eux. C'est ce qu'on s'est dit. Ça a marché pour ce coup-là, mais sur d'autres territoires, on voit que ça ne fonctionne pas. Mais ça a fonctionné là parce que, en fait, pour eux, c'était plus facile de se libérer une journée entière plutôt que d'avoir 2 heures à l'autre bout du territoire. Et dans ces journées de formation, en fait, on a à chaque fois eu des moments de sortie. On a invité des gens des experts venus d'ailleurs nous parler de l'évolution du climat, par exemple ici par quelqu'un de Météo France, ou quelqu'un qui porte la maire de Poupry est venu par exemple pour parler de son sujet avec les zones d'activité. On a donc fait appel à des témoins d'ailleurs pour venir aussi raconter aussi leurs expériences. Ce qui pour nous était essentiel dans ces formations, c'était que ces temps-là soient un peu comme des formations, justement. Que les élus puissent avoir envie de venir pour comprendre, échanger ensemble, apprendre et observer, voire prendre le temps d'observer des lieux. Parfois, on est juste sorti de la salle polyvalente pour observer l'aménagement du parking et le chemin de l'eau sur ce parking. Et juste ça, déjà, c'était très... ça permettait de nourrir aussi des réflexions. Et ces pastilles animées, elles nous ont permis aussi de retranscrire ce qui s'est passé dans ces journées pour ceux qui n'avaient pas pu être là. Donc, il y a toutes les vidéos, il doit y avoir 9 ou 10 vidéos qui ont été faites de 3 à 4 minutes à chaque fois. On les a coécrites en équipe, etc. Et Monono les a montées pour que ce puisse être transmissible facilement, de manière un peu plus fun qu'un compte-rendu. Même si, bien sûr, il y avait aussi des comptes-rendus. Je vais passer là-dessus. La qualité du plan paysage dans sa retranscription, pour nous, c'était vraiment important. Et je pense que c'est ce qui participe aussi à l'appropriation quand même du contenu. Donc, ce que vous voyez là, c'est une partie des fiches actions. Donc ça, c'est le programme d'action qui est composé donc il y a une petite clé USB avec l'ensemble du diagnostic et des objectifs de qualité paysagère, plus les livrables du programme d'action. Ce qui nous a semblé aussi important en fait dans ce travail, c'est de choisir des mots qui soient hors jargon des paysagistes ou des urbanistes et de faire en sorte qu'on s'appuie le plus possible sur ce qui a été dit par les élus
Et on voit bien qu'on a une traduction concrète sur certains espaces ou des applications possibles sur certains espaces, mais que ce plan paysage, il est comme une formation de la démarche paysagère. C'est-à-dire comment on voulait, nous, donner des clés de réponse pour une posture, en fait, pour les élus. C'est-à-dire, quand un élu se pose une question il reçoit un promoteur, quelles questions il peut se poser et comment il aborde son entrée de village, comment il aborde l'emprise de la voiture, comment il aborde toutes ces questions qui ont animé nos échanges et qui peuvent aider de manière le plus concrète possible, utile, les élus à aussi faire face à ces promoteurs, à un porteur de projet éolien, à un porteur à une envie de créer un cheminement autour du village, etc. De les accompagner en tout cas dans leur questionnement au quotidien. Depuis 2018, donc ce plan paysage, donc on a commencé l'élaboration du plan paysage en 2018, livré en 2020. Et puis, un autre pan de pour moi, pour les conditions, quelles sont les conditions de vie nécessaires à un plan paysage pour qu'il dure dans le temps, c'est bien tout le pan animation, évidemment. Il faut, pour moi, la première action qu'on a inscrite dans ce programme d'action, c'était recruter un ou une paysagiste en tant qu'animateur du plan paysage. S'il n'y a pas ce moyen-là, pour moi, il ne se passe pas grand-chose derrière. Donc, le SCOT a pris ça très au sérieux et a recruté une paysagiste qui est aujourd'hui animatrice du plan paysage. Marie, donc elle a été embauchée en 2020, je crois dans la foulée de 2020, assez rapidement. Et puis, au cours aussi, il y a eu un moment d'adaptation et de souplesse aussi dans ce marché. On avait prévu un certain nombre de réunions et d'échanges, et puis il y a eu un moment, il y a eu les élections, il y a eu le Covid, etc. C'était compliqué. Il y a eu quand même pas mal d'événements. Les élus étaient un moment surchargés, et donc on a, nous, utilisé le temps, on a réduit un peu le nombre de réunions qui étaient prévues au marché pour réutiliser ce temps-là pour faire de l'animation, et on a proposé de faire ce qu'on a appelé des cafés paysages. Donc ce sont des temps sur site, itinéraires, avec un expert sur un sujet, un ou deux experts sur un sujet. On marche, on échange, on comprend, on s'arrête, on regarde et on repart avec ce qu'on a entendu et on partage un café. Et voilà, ça peut durer entre 2-3 heures. Ils en ont fait au moins 5 ou 6 aujourd'hui sur le sol, donc les sols sur toute une journée, la forêt, l'eau, les franges, les lisières. Donc c'est un outil qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui permet aussi au SCOT d'être toujours identifié aussi sur ce thème-là du paysage. C'est ouvert aux élus, mais aussi au grand public. Et donc maintenant, il y a tout un réseau auquel le SCOT fait appel et diffuse ses newsletters aussi pour inviter aussi sur les cafés paysages. Et puis, il y a eu aussi des chantiers. Chantiers participatifs, il y en a eu 2. Menés aussi en parallèle. À un moment, on a réussi à croiser le plan paysage des Côtes-de-Moselle et le plan paysage du SCOT. Pour créer du chantier voiture. On fait des ramées partout, donc on est donc voilà, mais ça marche très bien sur le banc Saint-Martin. Ils n'arrêtent pas de faire des ramées partout, c'est parfait. Et puis, une des traductions, donc une des actions du plan paysage, c'était que le SCOT porte des appels à manifestation d'intérêt, dont le premier qu'on avait imaginé, qui s'appelait « Cassons la croûte », sur la désimperméabilisation des cours d'école. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de cours d'école qui sont désimperméabilisés, mais à ce moment-là, c'était le tout début et c'était au moment où l'Agence de l'eau a commencé son programme Bulle Nature. Donc il y a eu une sorte d'alignement de planètes, c'est-à-dire AMI appel à manifestation d'intérêt porté par le SCOT et puis subvention de l'Agence de l'eau qui était assez importante encore. Et puis on a mené cette première opération qui est importante aussi, celle du banc Saint-Martin, donc à l'école Paul Verlaine,
Alors pourquoi cette démarche, ce qui paraît, elle est exemplaire. C'est une démarche qui est intéressante parce qu'en effet, il y a eu une concertation avec les 6 classes de l'école. Donc on a fabriqué 12 maquettes avec les élèves. Forte participation des services techniques dès le début aussi, associés à l'ensemble des démarches. Ils venaient même faire les maquettes avec les enfants. Et puis, un travail sur le long terme et sur un programme vraiment appuyé par l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi les élus, mais aussi les services techniques, mais aussi même les femmes de ménage qui se sont aussi associées au projet. Chose pour moi essentielle parce qu'en fait, une cour d'école, c'est un lieu, c'est le premier espace public qu'on habite en fait le plus possible en fait dans notre vie. C'est là où on apprend l'altérité, c'est là où il y a des questions de genre aussi qui se passent. Dans une cour d'école, on n'a pas la même répartition si on joue au foot ou si on joue pas au foot. C'est pas la même occupation des sols de l'espace quand on veut jouer au ballon ou quand on ne veut pas y jouer. Et donc on a là pas mal de problèmes à résoudre, mais aussi du point de vue de ceux qui entretiennent les espaces. C'est tout de suite beaucoup de craintes parce qu'on va transformer des habitudes très 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 nombreuses qui sont prises dans un endroit comme ça. Et puis des craintes aussi du personnel qui entretient, parce que comment faire pour que ça ne crée pas plus de travail parce qu'il y aura plus de terre, plus de plantes, etc. Et donc, il faut rassurer tout le monde. Donc, il faut être sur place, il faut être identifié comme étant accessible et on peut parler à tout le monde et on peut être présent pour entendre l'ensemble de ses besoins sur place. Donc, vous voyez, cette cour, c'était à ça qu'elle ressemblait. La grande richesse, c'était les platanes et les micocouliers qui existent sur cette cour, mais sinon, c'est classique. Toutes les cours de France une grande partie sont comme ça, recouvertes d'enrobés. Et très peu de diversité d'espace, offrant, il y avait 2 bancs, je crois, et puis quelques jardinières dans le fond. Et puis, on a travaillé, donc à partir de tout ce travail de concertation mené avec les enfants et l'ensemble des adultes qui se sont impliqués dans le projet. On a commencé à faire tout ce dessin de plan. Premier réflexe, c'est mettre l'espace du ballon sur un côté pour restreindre l'emprise de cet espace, lui donner une vraie qualité. J'ai rien contre ceux qui jouent au foot. Mais c'est bien quand ils sont dans un endroit. Et comme ça permet à d'autres usages de s'installer et de prendre place, que ce soit qu'on ait envie d'être actif ou calme, etc. Et puis, on a traduit tout ça pour essayer de le communiquer le plus possible et que ce soit le plus compris possible, en s'appuyant sur les propositions aussi des enfants. Étape primordiale pour moi, impossible d'envoyer les pelleteuses dans un endroit pareil sans être revenu voir les enfants pour leur dire non, la fontaine au chocolat, ça n'a pas été possible, les adultes, ils n'étaient pas chauds, le magasin Nike non plus, ça n'a pas marché. Par contre, là, on a tout dessiné sur le sol, en fait, et on vous présente le plan à l'échelle 1. Donc là, on est tous en train de marcher sur le petit ponton et les points verts, c'est les plantes. Et les petits blancs, le blanc, c'est les croûtes d'enrobés. Parce qu'on en a remis là, parce qu'on est un peu têtu. Et donc, ça a été l'occasion, avant le démarrage des travaux, de présenter aux élèves le travail qui avait été mené, les choix qui ont été faits dans ces moments où ils n'étaient plus aussi présents. Et puis, ça a été aussi l'occasion de dire, ce travail, ça coûte tant d'argent. Vous pouvez remercier vos parents de payer des impôts, dites-leur ce soir. Et ça a aussi une valeur en fait politique en fait aussi d'inscription d'une démarche de citoyen. Et ça veut dire quoi, réaménager un espace public? C'est pas que pour nous, c'est pour aussi les générations d'après, etc., etc. Le fait de comprendre aussi que c'est pas ton idée qui a été retenue, mais c'est un ensemble de compromis aussi ou de consensus qui construit un projet collectif. Bien sûr, désimperméabilisation, rendre visible le fil d'eau, travailler les matériaux comme on aime bien faire, imaginer des structures où on est bien, ce filet là qui est très apprécié pour écouter les copains jouer aux instruments de musique qui sont à côté.
planter massivement, puisqu'en fait, pour moi, c'est ça un des critères de fonctionnement, enfin de réussite de ce type d'aménagement. Réussir à planter alors que les enfants piétinent beaucoup. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, il y a la contrainte dans une école, c'est le piétinement. Et donc, il faut réussir à trouver des espaces et un fonctionnement pour quand même que les plantes, elles transforment l'espace et que ce ne soit pas sec. Donc ça, c'est notre sorte de rivière. On l'avait appelée la rivière parce que c'est notre point bas. Et donc, c'est là où on a réussi à planter massivement en utilisant aussi, il y a des chemins qui sont accessibles. Ce n'est pas de la pelouse, mais c'est une plante qui permet le piétinement. Voilà, un espace pour faire des spectacles, pour être assis près des arbres. Voilà, là, c'est pris de cette année, donc ça, c'est 2 ans après la livraison. Je sais pas trop, voilà, avant, après. Ouais, ça fait un petit changement. Le avant-après côté terrain de sport. Et puis voilà, les enfants qui profitent de ces espaces pour accueillir un maximum d'usages. Voilà, pour conclure, pour moi, c'est important ces questions-là, elles nous animent en permanence. Ne pas séparer la conception, la gestion dans la réflexion. Faire appel au bon sens, ça coule de source, invoquer la mémoire des lieux, etc. Tout ça, c'est tous des dessins qui sont intégrés au plan paysage. Et c'est Lucas de Monono qui fait ces dessins-là et qui sont ultra pertinents et qui nous aident en fait aussi à traduire des idées. Et je crois que des fois, c'est aussi tellement utile aussi d'éviter beaucoup de paroles et de pouvoir se transmettre des idées par le dessin. Aujourd'hui, j'ai encore plein de questions. Hein. Je suis animée par beaucoup de questions sur notamment notre action de paysagiste au regard aussi de cette dépendance aussi aux subventions. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur comment on finance ces espaces publics qui n'ont pas encore leur logique propre économique. Comment on fait des espaces verts qui ne coûtent pas cher à la production, qui sont tellement utiles, mais qui nécessitent de la matière grise et du temps pour comprendre comment ça s'installe et du temps pour assurer aussi la pérennité de ces espaces d'accompagnement des services techniques et d'accompagnement pour assurer la gestion et la survie ou la vie de ces espaces qu'on livre. Donc pour moi, il y a plein de questions sur nos types de contrats de maîtrise d'œuvre, comment faire pour les envisager mieux sur du long terme avec des accords cadres, etc. Comment aller plus vers ce genre de mission. Sur on pourrait parler aussi des démarches participatives. Hein, c'est pas parfait tout ça. Il y a pas mal d'écueils possibles sur ces démarches participatives. En tout cas, elles ont le mérite d'exister et de créer, je crois, des espaces sur lesquels qui sont vraiment adaptés à la question du paysage et qui sont très fédérateurs. En fait, je crois qu'il y a une vraie valeur à ça. Même si on ne produit pas toutes les actions qui sont écrites dans ce programme d'action, je crois que le fait de maintenir un rythme de rencontre, maintenir un rythme d'échange, continuer à se parler même si on n'est pas d'accord, je crois qu'aujourd'hui, la démocratie, elle dépend de ça aussi. Et en fait, quelque part, la question de l'espace public et donc notre domaine de paysage nous permet en fait d'ouvrir ce champ des possibles. Donc il y a un vrai engagement, je crois, en fait, et une remise en cause permanente aussi de nos manières de faire. Et toujours faire ce petit pas de côté. J'adore cette statue place du Bouffay à Nantes de Philippe Ramette. Je crois que c'est vraiment important d'avoir toujours cette idée en tête. Je vous remercie. Je reprends la parole. Je propose qu'on leur tourne. Je propose s'il y a des questions. Non, mais c'était très bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je propose qu'il y ait un petit temps d'échange. Et après, on pourra boire un coup. J'ai une question. Merci Anne-Cécile, c'était passionnant. Moi, j'étais prêt à continuer à t'écouter. Moi, je sais que c'est fatigant au bout d'un temps.
Mais du coup, pour continuer la discussion, j'ai beaucoup aimé le passage sur le chantier Montclé et ce que tu disais sur réussir à faire s'exprimer les entreprises dans leur liberté créative, ou dans une certaine liberté créative. Alors parfois elles prennent la liberté créative, mais pas toujours dans le bon sens. C'est vrai. Et du coup, je voulais savoir, dans le travail de conception, si vous, ça change quelque chose dans votre manière d'imaginer, je sais pas, le carnet de détails, la manière même de concevoir les espaces, pour qu'il y ait cette possibilité de laisser faire un petit peu en chantier. Eh ben oui, je crois qu'on essaye maintenant de s'appuyer. L'expérience nous permet ça, je crois, en fait, de se dire que c'est possible. Quand on débute, j'ai l'impression qu'on veut tout dessiner, tout contrôler. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça nous laisse aussi à nous une liberté de dire, bon, il se passera ça à cet endroit. On ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. On peut en donner certains principes. Donc oui, dans les carnets de détails, on peut donner certains principes. Mais c'est important. De toute façon, en fait, on se rend compte aussi que les entreprises, elles ne regardent pas nos documents. Enfin, je veux pas... c'est vraiment très, très flippant. Mais moi, à chaque fois, je demande, mais il est où le CCTP sur le chantier, là ? Bah, personne ne l'a. Donc, ça me met colère au début. Puis, bon, après, je me dis, bon, bah, faut faire avec, c'est comme ça. Mais du coup, ce travail-là, il est initié et on sent qu'il est pris en compte par le bureau d'études de l'entreprise quand elle chiffre, mais en fait, après, c'est très peu transmis. Donc, en fait, il y a une nécessité pour nous à être le plus possible quand même sur le terrain, à être le plus possible présent. Pour moi, il y a un vrai enjeu à travailler avec les équipes, à les encourager aussi. Moi, j'ai l'impression d'être une animatrice quand je suis sur le chantier, parce que je remercie les gens, parce que je souris, parce que je vais leur dire, bah là, c'est super ce que vous avez fait. Bon, là, on est moins bon, est-ce qu'on peut récupérer ça ? Mais je trouve que oui, c'est important de faire appel à leur manière, oui, de proposer souvent quand eux, ils ont des solutions techniques qu'on n'a pas nous aussi, en fait. Donc, cette souplesse-là, oui, il faut dessiner le cadre pour que l'échange soit possible. Et c'est quand l'échange il est possible, alors il y a des super réussites et aussi de plaisir. Moi, le Ban Saint-Martin ou Villemain-Maringer, les équipes, à la fin, elles viennent nous dire, moi, j'avais jamais fait ça, je suis hyper contente d'avoir fait ça. C'est quand même vachement mieux d'être là que d'être sur un rond-point, je sais pas quoi, à planter des trucs qui vont servir à personne. Évidemment, donner du sens au travail, pour moi, c'est important. Aussi, même quand je dessine les espaces, je dessine en me mettant à la place de celui qui va tondre. Pour moi, si je veux que ce soit même au sein de mon agence, je veux que le travail que je génère, ou que ce travail-là, les contrats qu'on arrive à avoir, etc., que ça génère un travail qui accomplit quand même, ou qui est épanouissant. Donc ça doit être épanouissant aussi pour celui qui entretient. La cour d'école du Ban Saint-Martin, j'ai parlé des femmes de ménage, je ne suis pas allée au bout, mais j'aime bien raconter cette anecdote. Une fois, j'étais en réunion de chantier sur le Ban Saint-Martin. Puis tout à coup, il y a une femme de ménage qui vient me voir. On s'était déjà vu plusieurs fois. Elle était venue à des réunions. On avait discuté. On avait mangé des petits gâteaux ensemble, tout ça. Elle est très gentille, tout ça. Puis elle vient me voir. Elle me dit, écoutez, Madame Jacot, j'ai un problème. Mais là, en fait, vous avez mis des plantes au pied de cette fenêtre. Mais cette fenêtre, en fait, je ne peux pas la nettoyer de l'extérieur. Je ne peux pas le faire de l'intérieur. Je suis obligée de le faire de l'extérieur. Donc là, j'ai plus d'endroit pour y aller. Donc on a dit, ah bah oui, en effet, moi, comment on peut... Enfin, il y a tellement d'informations sur un marché comme ça que c'est impossible de savoir tout ça. Donc là, on a tout de suite réaménagé. On a trouvé, il y avait des croûtes d'enrobés qui restaient là. Génial. On a improvisé quelque chose. Et puis l'équipe de l'entreprise était tout de suite... mais ça s'est fait dans les 10 minutes, en fait. C'était réglé, en fait. Donc c'était... Quand ça commence quand les gens se parlent, en fait, pour moi, c'est ça qui est le déclic. Donc, il y a le fait que nous, on peut dessiner des choses, mais aussi de créer le plus possible d'échanges entre les entreprises, les élus et les habitants aussi des lieux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Il y a d'autres questions ? Peut-être l'embauche d'un paysagiste pour le SCOT. Est-ce qu'on a une idée sur ce que ça a pu faire concrètement avancer ou pas ? Parce que ça s'intéresse à cette dimension de continuité. Oui, donc elle est embauchée maintenant depuis 2 ans, au moins 2 ans. C'est elle qui prend en charge toute l'animation des cafés paysages.
C'est elle qui... donc elle fait aussi tout un travail de suivi de tous les PLUI et de toutes les OAP pour essayer de mettre aussi du paysage là-dedans à partir de tout ce qu'on a pu aussi écrire dans le plan paysage. C'est elle qui porte les appels à manifestation d'intérêt et on l'accompagne aussi maintenant. On a un complément de mission en fait depuis quelques temps pour les accompagner sur la mise en œuvre d'autres cafés paysages et pour les accompagner sur la mise en œuvre d'autres appels à manifestation d'intérêt. L'idée étant que on porte avec eux un groupe de travail sur un sujet. Donc là, on n'a pas encore défini lequel, mais sur un sujet pour faire en sorte que les communes elles puissent travailler ensemble, monter en compétences, apprendre à faire un cahier des charges, s'aider les unes les autres et mettre, plutôt que d'inventer chacune l'eau chaude dans leur côté, mais de travailler ensemble pour mutualiser les réflexions et les outils. Et donc elle est sans elle, il n'y aurait pas eu autant d'actions. Alors, je n'ai pas parlé là aussi de toutes les actions qu'ils ont menées avec le public scolaire auquel moi, je n'étais pas associée, mais ils ont tout un travail avec tout le territoire. Alors ça bouge sur le territoire selon chaque année, mais ils font un travail de maquette sur les territoires de vie et un travail très fin avec le public scolaire et les élus. Il y a aussi, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils ont aussi passé beaucoup de temps, en fait, étant le premier SCOT à apporter aussi un plan paysage, en fait, ils ont été aussi comme un porte-parole aussi de la démarche. Alors, quand ils ont organisé le Rassemblement national des SCOT à Metz il y a 2 ans, mais aussi, ils sont appelés même à l'étranger parfois pour porter la démarche. Donc, ils font un peu figure de proue quand même sur la question de paysage, et ça, en fait, ça demande beaucoup de temps. Et le SCOT, ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont 5-6 max. Et donc elle est vraiment sur la question paysage et elle anime et elle accompagne dès que elle a travaillé avec une commune sur la réouverture d'un ruisseau par exemple. Donc s'il n'y avait pas la paysagiste là, en fait, c'est un appui qui est supplémentaire au tout le dispositif classique de CAUE, etc., mais qui est plus identifié, presque plus accessible en fait. Je suis très longue dans mes réponses. C'est là pour ça. Ouais. J'ai répondu, ça va? Ouais. Okay. Parfait. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voulais te remercier pour ta capacité à nous illustrer la question du croisement des attachements, parce que le paysagiste, il s'attache très très vite à un lieu, à sa façon. Qui est toujours singulière, parce qu'on a toutes et tous un rapport à l'espace, à une culture, au vivant, et qui est différente. Et tu as très bien illustré aussi le croisement de cet attachement, celui que verse le paysagiste, mais aussi celui qui l'écoute et qui le recueille par rapport à ceux qui habitent, ceux qui fréquentent, ceux qui ont aussi une histoire très intime avec les lieux sur lesquels on intervient. Et je trouvais ça très, très touchant. Merci. Pour moi, c'est précieux, en fait, ça, d'être à l'écoute. Je crois qu'il n'y a pas de... Quand on me demande ma vision sur un espace, oui, je peux me sentir bien quelque part, mais j'ai l'impression que ce qui construit la qualité d'un lieu, c'est ce qu'on me raconte du lieu aussi. Et je trouve que c'est beaucoup plus... qu'il soit beau ou pas, en fait, c'est pas du tout la question, en fait. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'y faire et comment on voit ce lieu, comment on peut le maintenir ou lui donner une qualité, même parfois c'est juste installer un banc. Enfin, je crois beaucoup au banc public, moi. Je suis contre les assises individuelles. Je pense que quand on pose ses fesses à côté de quelqu'un, il se passe quelque chose de précieux, en fait. Et pour moi, c'est aussi apprendre à regarder ensemble quelque part. Enfin, je crois que c'est aussi ça, se demander ce qu'on fait ensemble. Et donc, pour moi, les lieux, c'est ça, en fait. Et oui, je suis très attachée aussi à ce que les gens se racontent quelque chose. Et pour moi, c'est la mise en récit qui est importante, en fait. C'est pas tellement ce que moi, j'imagine du devenir du lieu, c'est comment les gens s'approprient et se racontent les choses et qu'on va aller vers une transformation pour, en fait, tout simplement être bien dans un endroit. C'est ça l'objet. Il n'y a rien d'autre Il n'y a pas d'autre vocation.
Je crois qu'il y avait une autre question là-bas. Oui, j'avais une question, c'était sur le chantier participatif. Je trouvais la démarche très intéressante, extrêmement louable. Et je voulais savoir de quelle manière vous aviez pu justement apporter cette motivation de la part des habitants, parce que, comme vous avez dit, des fois on peut tomber sur des personnes un peu réticentes, qui n'ont pas forcément envie de s'impliquer ou qui ont peur de s'impliquer. Et de quelle manière vous avez réussi un peu à fédérer les gens autour de ça, parce que c'est pas quelque chose de très aisé quand on n'est même pas du lieu où on travaille. Oui. Alors, ça ne se fait pas comme ça en une réunion. Ça demande du temps et une certaine confiance, en fait, aussi. Et je crois que ça demande aussi à ce que les élus ils aient une envie de quelque chose de nouveau, en fait. Et ça peut marcher quand les élus ils ont envie de s'aventurer vers quelque chose dont ils n'ont pas idée et d'une envie de créer un moment de convivialité. En fait, c'est pas que... mais ça se fait pas, je le vois, hein, c'est marrant, Poupry, c'est la commune, voilà, François, il travaille avec eux depuis des années et des années. Et Saint-Martin, moi, avec qui j'ai réussi à faire des chantiers, c'est aussi une commune avec laquelle je travaille beaucoup, en fait. Donc, il y a une confiance qui doit s'installer, déjà. Et puis, une envie d'accueillir. Et voilà, parce qu'en fait, un chantier, c'est pas que mais qu'est-ce qu'on va faire, quelle plante on va planter, et comment on s'y prend, et quel dessin ça prend, quelle forme ça prend. Ça, c'est notre travail, on est payé pour ça, pour le faire. Mais c'est aussi comment on accueille les gens, qui fait à manger, et qu'est-ce qu'on fait à manger. Mais il y a des végétariens, et comment on fait. Et en même temps, comme il fait froid, parce qu'on ne fait pas des chantiers l'été, donc il faut trouver un endroit pour se réchauffer. Donc il y a toute une logistique derrière. Et donc, il faut que les élus ne soient pas tout seuls. Et ça peut pas venir juste de 2 élus qui ont envie de faire ça. Il faut qu'ils arrivent à constituer une équipe derrière, et une équipe à la fois à la popote, mais aussi à la technique. Et puis, il faut aller chercher les plans, il faut aller organiser, trouver les outils, reconnaître les outils des uns et des autres, répartir le travail, et donc animer après. Donc, c'est aussi un vrai travail. Mais ça se fait en effet pas si facilement que ça. Et il faut qu'il y ait je ne dirais pas qu'on les a travaillés au corps, mais il y a eu des échanges nombreux avant et une confiance pour que les communes, elles se lancent dans ce genre d'aventure. Et là, en fait, généralement, quand elles l'ont fait une fois, elles enclenchent au moins une 2e ou une 3e fois. Et aussi, c'est pas très cher, en fait. Ça fait... c'est pas très cher. Nous, on prend de l'argent pour préparer le travail, mais en termes de fourniture, ça coûte pas grand-chose. Et puis, ça permet une implication, en fait. Les gens, ils viennent voir. Là, on a planté tout un verger. Je sais qu'il y a des gens, ils y passent toutes les semaines pour voir si tout va bien. On s'est fait voler des figuiers. Enfin, c'était le drame. Voilà. Donc, il y a une vraie veille aussi et un attachement qui devient apparent sur ces espaces. Bon, je propose qu'on s'arrête là parce qu'il est 20h passées. Ouais. Alors, je voulais remercier, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, le CAUE. Je ne sais pas où sont les gens du CAUE. Si, voilà. Merci beaucoup parce qu'en fait, on a dû s'organiser un peu en dernière minute. Donc, il a fallu trouver une salle, communiquer, diffuser un peu la formation. Et voilà, le CAUE 54 nous a bien accompagnés là-dessus. Et merci Anne-Cécile. Merci pour l'invitation. Merci pour la présentation qui était de grande qualité. Merci. Moi, j'en conclus que le projet de paysage, c'est avant tout un projet d'adhésion. Enfin, voilà, on doit réussir à emmener les gens avec nous. Et ça, c'est tout un travail. Et donc, moi, je vous invite à vous emmener vers l'espace de boisson. Et voilà, merci. Merci.